Comment travailler pour cet exercice de consultation, sélection, justification? Je pense d'abord, comme toujours quand on lit, essayer d'aménager sa lecture, son temps de lecture. C'est une donnée très personnelle, mais le cadre dans lequel on lit compte beaucoup, bien sûr. Nous sommes peut-être pas tous égaux dans nos conditions familiales, personnelles, matérielles de lecture, mais c'est vrai que là, vous voyez, j'ai pris un petit, voilà, un petit mug qu'est-ce que c'est d'ailleurs, un petit jus de quelque chose avec du miel chaud. Voilà, j'ai envie d'être bien, d'être calfeutré dans de bonnes conditions. Ça joue en fait sur ma réceptivité, ça joue sur ma disponibilité mentale. C'est sûr que si je lis violemment entre deux étages dans un ascenseur avec des soubresauts réguliers et je sais pas, des petits caniches qui passent et qui hurleraient dans ma cage d'ascenseur, c'est sûr que ce ne sont pas des conditions favorables pour développer ma réflexion, évidemment. Euh, Évidemment, je me munis d'un outil qui est très utile pour le prof. Alors, c'est pile le moment où je ne l'ai pas, mais je l'ai qu'en grand format ici. D'ailleurs, il faut que je me ravitaille. Des petits post-it. J'aime bien travailler sur post-it. Il y en a des plus petits que ça, en fait, des petits. Comment dit-on? Des petits marque-pages. Très utiles. Parce que je vais consulter plusieurs fois, et il est évident qu'avant même de choisir, il faut que je consulte et que j'ai tout un éventail. Le choix n'a de sens que si j'ai évidemment un ensemble qui a été assimilé et que je peux exercer ma capacité comparative. Alors j'ai reconsulté ce recueil. Je n'ai pas voulu tomber dans les poèmes les plus connus. Bien sûr, je me suis questionnée sur peut-être aujourd'hui, à l'instant T0, ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin, ce qui me parlait, ce qui m'était plus intime, sachant que ce recueil est quand même un recueil élégiaque, c'est un genre qu'on connaît très bien depuis l'Antiquité. Ce n'est pas le recueil, en vérité, le plus... comment dire, c'est une négociation entre l'intimité d'une expérience, qui est celle du Bellay, et puis aussi, en vérité, ça va à la rencontre d'un genre qui, lui, est beaucoup plus répandu depuis l'Antiquité romaine. Donc, du Bellay, au moment où il écrit Les Regrets, bien sûr qu'il est pris dans une expérience familiale et personnelle à Rome, avec un vrai manque probablement qui ressort de son Anjou natal, de ses repères, une perte de repères et sans doute une grande déception au Vatican. Néanmoins, il s'inscrit dans un cadre, et d'ailleurs le sonnet en est une preuve, il s'inscrit dans un cadre qui a été déjà maintes fois travaillé. Donc ce n'est pas non plus une expression libre. C'est de la liberté dans le cadre imposé. C'est la fameuse figure libre imposée. Je pense qu'il a autant de liberté que le patineur artistique qui est dans la figure libre imposée. Le cadre est connu, et dans ce cadre connu, on va pouvoir tenter de faire passer des choses personnelles. Mais on parle quand même en alexandrin ou en décasyllabe, en alexandrin le plus souvent. C'est pas totalement hors cadre. Voilà, il faut quand même nuancer aussi ça. Donc je voulais pas tomber sur les poèmes peut-être les plus attendus. Ce que fait un poète au XVIe siècle, c'est qu'il s'adresse bien sûr à ses protecteurs. C'est Jean du Bellay qui le fait venir à Rome, auprès de lui, son oncle, qui est un épiscope fameux. Il peut s'adresser à ses pairs ou à la communauté littéraire. C'est le cas de son ami Ronsard, qui incarne la jeune garde poétique au sein du même groupe de la Pléiade. Ils écrivent ensemble, ils se ressemblent, ils se rassemblent, ils se connaissent, mais on sent bien quand même que Ronsard va encore plus loin dans l'esthétique que du Bellay. Du Bellay est quand même plus âgé, et du Bellay voit arriver le jeune Ronsard. C'est le cadet audacieux et le cadet inventif, le cadet aussi plus impétueux, avec des traits de tempérament encore plus marqués, sans doute. Ça explique une grande partie de ses engagements politiques. Ronsard a pour lui la fougue de la jeunesse, et du Bellay le voit très bien. Du Bellay reconnaît Ronsard, et du Bellay cite souvent Ronsard, dont il fait un des destinataires, car il y a de nombreux destinataires dans ce recueil. Ça, c'est très frappant, une énonciation un éventail énonciatif très large. Je ne voulais pas forcément tomber sur les poèmes les plus évidemment élégiaques, ni sur les poèmes les plus évidemment satiriques, avec, l'ai-je dit, cette dénonciation des phénomènes de cours dont on a parlé en classe. Donc je voulais un peu me distinguer. J'ai quand même orienté un peu mon choix. Et j'ai hésité, pour tout vous dire, entre deux poèmes. Alors certes, le 149 que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas choisi.
Je suis allée sur les poèmes moins polémiques au début du recueil. Alors, par exemple, moi j'aime beaucoup J'ai hésité entre, pour tout vous dire, et j'hésite toujours, hein, entre le 52, sur ses larmes. En gros, hein, si pleurer, ça servait, si pleurer, ça résolvait quelque chose, ça se saurait. Si les larmes servaient de remède au malheur, et le pleurer pouvait la tristesse arrêter, on devrait, Seigneur mien, les larmes acheter. Et il ne se trouverait rien si cher que le pleur. On en aurait fait une monnaie depuis longtemps, si le pleur rapportait. Donc ce poème me plaît beaucoup, parce qu'il est très paradoxal. En fait, il ne fait que déplorer, tout en dénonçant la facilité, ou plutôt l'inutilité du recours. En fait, au moment où il écrit, il démontre l'inverse, puisque écrire sert au moins à se décharger de sa peine. À défaut d'être durablement rentable, sur le moment, à brève échéance, ça a quand même une valeur. Ça allège quelque peu les humains que nous sommes. C'est le 52. Et je suis finalement tombée à rebours, en remontant dans le recueil, sur le 19. Cependant que tu dis ta Cassandre divine, les louanges du roi et l'héritier d'Hector, et ce Montmorency, notre Français Nestor, et que de sa faveur Henri t'estime digne, il s'adresse à Ronsard. Je me promène seul sur la rive latine, la France regrettant, et regrettant encore mes antiques amis, mon plus riche trésor, et le plaisant séjour de ma terre angevine. Je regrette les bois et les champs blondissants, les vignes, les jardins et les prés verdissants que mon fleuve traverse. Ici, pour récompense, ne voyant que l'orgueil de ces monceaux pierreux, me tient attaché d'un espoir malheureux, ce que possède moins celui qui plus y pense. Alors j'ai beaucoup aimé bien sûr la tournure finale évanescente, parce que cette suite de pronoms fait que quelque chose se perd. Ça m'a interrogé, ça me plaît beaucoup. Et il s'adresse en fait à Ronsard bien sûr, mais de plus en plus son destinataire est oublié et tout se passe entre lui et lui. Donc ça a justifié quand même que je revienne à ce poème. Mais j'ai vraiment hésité avec le 52. Prochaine, alors ce que j'ai fait évidemment, au fur et à mesure de mes lectures, voilà, j'ajoute des marque-pages, des post-it, et j'y reviens et je compare, et voilà comment je réduis mon choix. Je mets en concurrence plusieurs poèmes qui me touchent, et petit à petit, je réduis jusqu'à arriver à un duel, jusqu'à arriver à déterminer le poème dont je vais parler. C'est l'objet du 3e module vidéo, 4 minutes chrono, pour justifier mon parti pris de lecture.